pleasure to welcome you all today to the webinar looking at the role of finance in climate transition 5 years after the Paris Agreement. And before we start, Valerie has already mentioned it, but I would like to mention that this event has been organized by ICMA's France and Monaco Regional Committee, ably chaired by Jean-Luc Lamarck of Crédit Agricole, who is also a board member of ICMA, along with Marc-Etienne Sebir, Vice Chair of the committee, also with the support from my ICMA colleague you've just heard from, Valerie Guillaume. Many thanks to all of you for setting this up. And also a warm thank you to our speakers and panelists today in advance for their contribution. And we're especially grateful that Evert van Walsum from ESMA will deliver a keynote speech to set the scene for the subsequent panel discussions. Now, we have a large turnout today, and looking through the list of delegates prior to the conference, I can see that not all will be familiar with ICMA and our work. So perhaps you'll just forgive me if I spend a couple of minutes on our priorities for 2021. As you know, we're a membership association. We're focused on the international debt securities markets. We have around 600 members based in 60 countries, comprising all types of capital market participants, issuers, intermediaries, investors of all sorts, and financial market infrastructures. And our priorities are to set standards of good market practice and to work with our members and the regulatory bodies to ensure that the legislative framework allows the markets to be robust and resilient and to function effectively. We have 4 core areas of expertise: the primary markets, the secondary markets, the repo and collateral markets, and also, of course, the sustainable bond markets and sustainability more generally. And in each of these, we provide rules and recommendations, guidelines, standard documentation, guides to best market practice, etc. And over many years, these have become the framework in which market practitioners operate, providing day-to-day guidance, augmenting and complementing black letter regulation. Now, sustainability is the subject of today's event, and in this space, amongst other activities, we provide the secretariat to the Green and Social Bond Principles, and these over the years have become the de facto global standards for the market. We're all still dealing with the consequences of the COVID-19 pandemic and the restrictions put in place. It has changed the way we work and live, this is obvious, and is likely to continue to do so in the future. It has certainly changed the face of the capital markets, and last year's developments demonstrated the contribution and the real value that the sustainable bond markets can make in such a situation. We saw last year a surge in the issuance of social bonds to help mitigate the socio-economic impact of the crisis. The green bond market developed further as a tool for governments to use in rebuilding their economies in a more sustainable way. And we saw real innovation. And I'm thinking here of the new sustainability-linked bond principles we published last year, and the focus on climate transition and the publication of the Climate Transition Finance Handbook at the end of last year. And this has already facilitated a greater range of participants entering the sustainable bond markets. So it has been an exciting time, and I'm sure that our experts today will discuss this in depth. But of course, as markets mature, they attract greater scrutiny in both the private and the public sector. And this is now the case for the sustainable bond markets. We see many, many regulatory initiatives all over the world. And at ICMA, we're heavily involved in these. We'll hear more about that later. And as a final point before I stop, personally, I was delighted to see that the change of administration in the US has enabled the US to re-engage in this globally critical agenda. I wish you all a very productive webinar. And with these few opening remarks, I'd like to hand over to Jean-Luc Lamarck. Bonjour à tous, merci Martine pour cette introduction. Nous sommes effectivement très heureux, les membres du comité et moi-même, de vous accueillir
sur ce webinaire. On aurait préféré naturellement pouvoir se rassembler tous ensemble comme nous l'avions fait au sein de la Banque de France il y a maintenant 1 an et demi. Mais ce sera probablement pour 2022 ou en tout cas pour la deuxième partie de 2021. Néanmoins, je pense qu'on a aujourd'hui le privilège d'avoir beaucoup de gens qui se sont joints à nous. C'est un sujet très intéressant, c'est un sujet plus que d'actualité, bien évidemment, et on va pouvoir en débattre les uns et les autres au cours des deux panels, des 2 tables rondes qui vont vous être proposées. N'hésitez pas surtout à poser des questions et à être très interactif. On pourra également poursuivre ces conversations à la fin de ce séminaire. Si vous avez des questions supplémentaires, on saura certainement par l'intermédiaire de Valérie, on pourra rester en contact. Voilà. Et je voulais remercier évidemment mes co-chairs, comme on dit, les membres du comité ICMA France et Monaco qui sont très dynamiques et très présents et qui ont été fantastiques dans la préparation de cet événement. Donc, sans qu'il y ait un ordre particulier, je voudrais remercier et saluer Elie Lévy, qui est en charge des marchés de capitaux chez la Banque de France, et donc vice-président du comité régional, Ibrahima Kobar, qui est le Global Chief Investment Officer pour Ostrom, également vice-président du comité régional, et enfin Marc-Étienne Sébir, avocat associé, qui est responsable des marchés de capitaux chez Francis Lefebvre, avocat, et qui est bien sûr vice-président du comité régional également. Voilà, l'introduction est terminée. Vous allez pouvoir, on va ensuite entrer dans le vif du sujet. Et je vais maintenant laisser la parole de nouveau à Valérie. Merci beaucoup Martine, merci beaucoup Jean-Luc. Nous enchaînons immédiatement avec Evert van Walsum. Evert a débuté sa carrière dans le secteur bancaire aux Pays-Bas. Il a ensuite rejoint l'AFM, l'autorité de marché néerlandaise, où il a occupé divers rôles. Son dernier poste à l'AFM, avant de rejoindre l'ESMA, était chef du département des marchés de capitaux. À l'ESMA, Evert est responsable du département investisseurs et émetteurs, responsable de la protection des investisseurs, de la gestion d'actifs, du financement des entreprises, du reporting d'entreprise, de la durabilité et de la convergence prudentielle. Evert, the floor is yours. Thank you. Merci Valérie. Thanks and good afternoon to everyone. First of all, I would like to apologize for the fact that I will be doing my speech in English. It's supposed to be clearly in French, as ESMA is located in Paris, but unfortunately my French is still a little bit of work in progress, so apologies for that. With that note, I would like to thank, first of all, the International Capital Markets Association for inviting me at today's online conference to speak about ESMA's priorities in the area of sustainable finance. And in the next 15 minutes or so, I would like to provide you with some insights into ESMA's work in this area and share my expectations on the contribution that the different actors in the sustainable investment chain can make to support the shift towards a more sustainable financial system. So, as the theme of today's conference reminds us, the Paris Agreement was adopted in December 2015, and it entered into force in November of the following year. And the commitments taken by the nearly 200 signatories of that agreement and momentum created by the public policy initiatives that followed has stimulated a market that since 2016, according to some estimates, has almost doubled in terms of value of assets invested via sustainable strategies at international level. And since then, the EU has taken bold action to address climate change and to make financial flows consistent with the pathway towards lowering greenhouse gas emissions and climate resilient development. And in particular, the European Green Deal envisaged ambitious sustainability targets and acknowledged the key role that the private sector will play in financing the green transition.
As this creates new opportunities and risks for investors, it is also required that the regulatory community is vigilant on the potential risks that the transition may pose for the financial system and its participants. And in this context, ESMA's mandate was strengthened in December 2019 to ensure that our work integrates sustainable finance and ESG factors across all activities. This has not impacted our core business as such, which remains to promote investor protection and financial stability and to secure the orderly functioning of markets. But sustainability is a transversal theme in pursuing these objectives. And concretely, this implies, first of all, delivering technical advice and regulatory technical standards to supplement sustainable finance legislation of the co-legislators, assessing risk related to climate change and other environmental factors which may affect the investment industry, promoting a converged approach to supervision across the EU in relation to sustainability-related obligations, such as those stemming from the disclosure regulation, and exercising our direct supervisory responsibilities as ESMA, with an eye to possible impacts that ESG factors may have on the activities and products of supervised entities, such as credit rating agencies. And as you can see, it is a vast array of activities to navigate through. And this is why in February 2020, ESMA has developed a sustainable finance strategy as a clear and flexible tool to guide our work in the years to come. But this has enabled us to deliver on the several activities in the past year. And in particular, I would like to highlight a few of those because they also link to planned work and priorities for the months to come. First of all, ESMA's contribution to the establishment of the EU rulebook in the area of sustainable finance, with the submission to the Commission of our recommendations for the future EU sustainable finance strategy and the review of the non-financial reporting directive. The promotion of supervisory convergence in relation to corporate reporting, which resulted in the recommendations on ESG disclosures included in our yearly publication of the European Common Enforcement Priorities in the reporting area, and the elaboration of regulatory technical standards under the disclosure regulation through the joint committee of the ESAs, which has triggered quite some interest by financial market participants and which is hopefully nearing a successful finalization. So if 2020 was the first year of ESMA's new mandate in the area of sustainability, 2021 is still expected to be a year of transition in several respects. Firstly, the legislative landscape remains largely work in progress, and therefore ESMA will continue to actively contribute to the development of EU legislation. And here in particular, we are minded to highlight that data quality and transparency remain key concerns, also in the light of increased risk of greenwashing. For corporate disclosures relating to ESG factors, the ESG ratings, and other assessment tools, there is a strong need to improve the applicable framework. ESMA will continue to monitor the review of the NFRD as mentioned, to ensure that comparable, relevant, and reliable ESG disclosures is provided by issuers and is ready to contribute to the establishment of mandatory reporting standards which are necessary to improve the quality of reported information. Disclosures provided by issuers in relation to their degree of alignment with the EU taxonomy will also be a critical piece of sustainable finance disclosures framework. ESMA will soon provide its advice to the European Commission on the proposed contents, methodology, and disclosure requirements for the key performance indicators pursuant to Article 8 of the Taxonomy Regulation for non-financial undertakings and asset managers. I would like to emphasize that the disclosure of these new KPIs
will be provided in 2022 on the basis of information relating to the current year. This timeline will most likely require significant efforts by issuers to be able to comply with the requirements, and this is why the disclosure requirements, at least for the first year of adoption, will be proportionate to these challenges. As I mentioned earlier, the RTS on disclosure regulation will hopefully be finalized soon, and we will spend a good part of 2021 developing RTSs under more empowerments given to ESMA, EBA, and EIOPA on product-related taxonomy regulation. Good quality data from issuers, however, is not self-sufficient to feed the sustainable investment process. The key role played by ESG ratings providers remains largely unregulated. This is why we recently have written to the European Commission to emphasize the importance of intervening in a proportional way in this area to broadly define what ESG ratings actually are, which characteristics these products and their providers should have to ensure investor protection, and how supervision at EU level in this area work. Secondly, in this context of fast-moving legislation and increasing market demand for sustainable investment products, there is a risk of significant fragmentation in EU markets, which may further emphasize if coordination across the EU authorities is not optimal. And for this reason, ESMA's work on supervisory convergence remains critical, and in particular amongst the already existing areas. Particular attention will need to be placed to ensure the consistent application of the requirements in the disclosure regulation, which will become effective on the 10th of March. Similarly, the new rules requiring benchmark administrators to explain how ESG factors are reflected in their benchmarks has entered into application at the end of December last year. Thirdly, the new challenges posed by sustainable finance and the need to assess risks that may arise in relation to ESG factors will require continued engagement in research activities. Since last year, ESMA has incorporated in its biannual publication on trends, risks, and vulnerabilities a standing section on the analysis of the ESG investment market. In addition, ad hoc research will investigate climate-related risks stemming from the investment industry. Lastly, ESMA will ensure that entities under direct supervision, most notably credit rating agencies, adequately factor into their processes the assessment of ESG factors. So the brief overview that I've so far provided gives us the dimension of the challenges that are ahead of us. And before concluding my intervention, I would like to share two brief observations on how the financial system can manage to achieve an orderly and effective sustainable transition. First of all, the multiple initiatives that go under the sustainable finance umbrella have the effect of emphasizing the interconnections that exist across the financial system. The data challenges well illustrate how each player in the sustainable investment chain largely depends on the other actors to be able to effectively navigate through the ESG investment risks and opportunities. The awareness of this close interconnection will be critical to ensure mainstreaming of sustainable investing and avoid the risk of greenwashing. Secondly, and as a consequence of the first aspect, no actor, private or public, will be able to ensure the green transition in isolation. This suggests that private-public partnerships will be increasingly important for the years to come. The platform on sustainable finance is a good example to show how the private sector and public institutions can cooperate effectively. Looking ahead at possible further standardization work, for example, in the area of corporate reporting under the NFRD, it is important to ensure that public institutions have an adequate role to safeguard that the public-private partnerships ultimately operate in the public interest. So, ladies and gentlemen, let me conclude.
The current year will bring a number of challenges for those involved in the sustainable finance landscape. ESMA is ready to address these challenges and cooperate as far as appropriate and necessary with all the parties involved in the green transition, with the objective of continuing to preserving investor protection and financial stability. Thank you. Thank you very much, Evert. We understood that you and your colleagues will be kept at ESMA, will be kept very busy for the months and years to come. This is a very ambitious plan, and thank you for your time with us today and for sharing such insightful information. Thank you, Valerie. Welcome. Nous accueillons maintenant les participants de la première table ronde qui a pour thème les nouvelles réglementations induites par la transition environnementale. Quelles actions les autorités ont-elles mises en œuvre ou projettent-elles de mettre en œuvre? Ce panel est modéré par Élie Lévy, Head of Market Directorate chez Banque de France et vice-président du comité régional France de l'ICMA, ainsi que par Marc-Étienne Sébir, un avocat associé, responsable des marchés de capitaux au sein du cabinet CMS Francis Lefebvre et également vice-président du comité régional de l'ICMA. Marc-Étienne et Élie, je vous laisse la parole et le soin de présenter vos panélistes. Merci Valérie et merci Jean-Luc pour cette introduction. Je vais en effet présenter nos panélistes que nous remercions vivement avec Marc-Étienne, vivement et chaleureusement pour leur participation de cette table ronde sur les actions des autorités réglementaires et de contrôle en matière de transition environnementale. Honneur aux dames. Donc je commence par Julie en CDI. Julie, est-ce que tu m'entends? Julie? Oui, voilà. Super. Donc, Julie est responsable de l'unité stratégie et finances durables au sein de la direction de la régulation et des affaires internationales de l'autorité des marchés financiers. Elle est également secrétaire du comité exécutif de l'AMF et elle est en charge de la commission climat et finances durables créée par l'AMF en octobre 2019. Bertie Delaveau, qui est une de mes collègues à la Banque de France, où elle occupe le poste de chef du service de la finance durable au sein de la direction de la stabilité financière. C'est le service qui héberge le secrétariat du NGFS, le Network for Greening the Financial System. Bertie, est-ce que tu es avec nous? Je m'assure de la bonne connexion. Oui, c'est bon. Normalement, tu dois m'entendre. Merci. Et Bertie a travaillé pendant 10 ans dans la supervision bancaire à l'ACPR, tout d'abord aux affaires internationales, puis dans le domaine du contrôle. Et avant de rejoindre la Banque de France, elle a débuté sa carrière comme économiste au sein d'un des services du Premier ministre, France Stratégie. Enfin, Nicolas Pfaff. Nicolas, est-ce que tu es bien avec nous? Je t'avais vu. Oui, Élie, merci beaucoup. Je suis là. Nicolas coordonne les différentes activités de l'ICMA en matière de finances durables. Ses attributions sont nombreuses. Il assure le secrétariat des Green Bond Principles, sur lequel nous reviendrons sans doute, tout comme celui des Social Bonds Principles. Il est également membre du groupe d'experts de la Commission européenne sur la finance durable, dirige le bureau parisien de l'ICMA. Nicolas présente une carrière riche et diversifiée, à la fois dans le domaine de la banque d'investissement, comme au sein d'institutions publiques internationales. Peut-être c'est le moment de céder la parole à Marc-Étienne qui va introduire cette table ronde de manière plus approfondie. On rentre dans le vif du sujet. Merci Élie, bonjour à tous. Alors, la finance ne va pas sauver la planète toute seule, mais clairement, elle a un rôle à jouer pour faire face à ce défi collectif. On a pu dire que la finance avait apporté en partie la crise précédente, donc c'est assez enthousiasmant pour les professionnels que nous sommes de se dire que la finance est une des solutions pour répondre à la crise climatique actuelle. La finance durable, c'est d'abord une initiative d'acteurs de marché, des émetteurs, des investisseurs, des arrangeurs, des conseils, qui se sont demandé comment la finance pouvait jouer un rôle dans le défi de la transition environnementale. On a d'abord eu les Use of Proceeds Bonds, comme les Green Bonds, où le produit d'une émission obligataire est affecté exclusivement à des financements ou des refinancements de projets qui contribuent à la transition environnementale.
Plus récemment, les Sustainability Linked Bonds, où un émetteur va définir des indicateurs clés de performance, des KPI ESG, avec des objectifs ambitieux qu'il s'engage à respecter et avec des conséquences sur son emprunt obligataire, par exemple sous la forme de step-up ou step-down d'intérêt si les objectifs ne sont pas atteints. Et l'ICMA, et particulièrement le Bureau de Paris, a eu un rôle central dans le développement de ce marché, avec la publication des Green Bond Principles il y a quelques années, et l'an dernier, la publication des Sustainability Linked Bond Principles pour promouvoir des bonnes pratiques et aller vers plus de crédibilité et développer le marché. Après ce temps de l'autorégulation vient la phase de la régulation, avec tout un tas de nouvelles réglementations. La régulation, ce n'est pas seulement de bloquer les initiatives de ceux qui font avancer les choses, c'est aussi un moyen d'assurer une harmonisation des pratiques, d'améliorer la performance globale, et notamment en faisant avancer ceux qui pouvaient avoir eu un petit temps de retard au démarrage. Et donc, dans ces développements passionnants, on va essayer aujourd'hui d'avoir un aperçu de ces nouvelles réglementations induites par la transition environnementale et des actions des autorités réglementaires et de contrôle. La Commission européenne a été particulièrement active là-dessus, avec notamment plusieurs règlements taxonomie, NFRD. Nicolas, est-ce que je me tourne vers toi, est-ce que tu peux nous donner un aperçu des actions de la Commission et leurs enjeux? Merci beaucoup, Marc-Étienne. Merci pour cette introduction. Puis merci à tous nos spectateurs, à tous nos participants. Au nom de l'ICMA, on est vraiment ravis d'avoir l'opportunité de vous recevoir à l'occasion de cet événement en ligne. Donc, effectivement, moi, je vais essayer d'introduire le sujet avec l'aide de diapositives. Voilà, donc j'espère que vous pouvez voir, bon, il y a la page de garde. Voilà, donc en fait, je vais vous présenter maintenant deux diapositives pour essayer de vous donner encore une fois une introduction sur le sujet. Et ce n'est qu'une introduction parce que c'est un sujet complexe. Je vais me concentrer sur la régulation, sachant qu'il y a toute une politique européenne, notamment autour du Green Deal, qui a beaucoup d'autres aspects. Donc, je vous présente simplement un condensé autour des actions de régulation pour la finance durable. Alors, sur cette première diapositive, on a essayé de vous illustrer le nombre d'initiatives de la Commission, quels sont les participants de marché qui sont affectés et quel est l'objectif principal. Alors, on a écrit un papier sur tout ça à l'ICMA et on a appelé ça des EU Sustainability Regime. Donc, on pourrait peut-être appeler ça le régime de transparence pour la finance durable. Si vous regardez cette diapositive, en haut, vous avez la case issuer, donc émetteur. Sur la droite, les agences de notation. Sur la gauche, les fournisseurs d'indices. Et en bas du triangle, donc les gestionnaires d'actifs et de produits de retraite. Et en noir, dans toutes ces cases, j'ai essayé de vous lister les différentes régulations qui affectent ces parties. Donc pour les émetteurs, c'est la Non-Financial Reporting Directive, c'est aussi la régulation de la taxonomie. Pour les agences de notation, il y a les Credit Rating Disclosure Guidelines. Pour les gestionnaires d'actifs et les producteurs de produits de retraite, la régulation sur la transparence, Sustainable Finance Disclosure Regulation, toujours la régulation de la taxonomie. Et pour les fournisseurs d'indices, vous avez la Low Carbon Benchmark Regulation. Donc, vous voyez, tous les participants principaux du marché sont affectés. Alors, sans entrer dans le détail, quel est l'objectif principal? Alors, encore une fois, on revient à ce que je disais au départ, c'est-à-dire que c'est un objectif de transparence. Et cette transparence est servie par des obligations de reporting. Et encore une fois, à haut niveau, pour essayer de catégoriser, on a principalement des obligations de transparence et de reporting sur l'alignement avec la taxonomie européenne,
et je vais revenir sur la taxonomie européenne dans ma prochaine slide, parce que ça aussi, c'est un sujet important et complexe. Et à côté, vous avez aussi les obligations, je dirais, plus larges de reporting sur des indicateurs concernant l'univers, donc ESG, donc des considérations environnementales plus larges, donc au-delà de la taxonomie, des considérations sociales et des considérations de gouvernance. Et alors, toute cette transparence et tous ces indicateurs, donc je reviens à ma diapositive, elles sont pour l'information des investisseurs, que ce soit les investisseurs individuels ou professionnels, ce que j'appelle les asset owners, donc en bas de cette diapositive. Alors là, je vais essayer de vous expliquer la taxonomie européenne. C'est peut-être un sujet dont vous avez déjà entendu parler. Et comme je l'ai dit précédemment, c'est par référence à la taxonomie qu'une grande partie des obligations d'information et de transparence vont se cristalliser. Alors, la taxonomie, c'est quoi? C'est une liste d'activités économiques qui sont considérées comme durables. Alors, cette liste d'activités économiques, elle est basée en fait sur une classification statistique existante qui est utilisée pour des objectifs de statistiques économiques par la Commission européenne, et elle s'appelle s'appelle NAS, et en fait c'est un acronyme français qui réfère à la nomenclature statistique des activités économiques. Donc ce qui est clair, c'est que on parle en fait d'une classification d'activités économiques. Et la question que vous vous posez, j'imagine, c'est comment est-ce qu'en partant de cette classification, on peut arriver à déterminer ce qui est durable ou pas. Alors, il y a en fait 4 critères qui sont illustrés sur la diapositive. Le premier critère, c'est est-ce que cette activité économique, elle contribue de manière significative à l'un des 6 objectifs économiques durable qui a été identifié par la Commission. Ces objectifs environnementaux sont au nombre de 6. Il y a au premier, et ça ne va pas vous surprendre, donc la lutte contre le changement climatique. Ensuite, on arrive sur des questions, par exemple, de l'économie circulaire, la prévention de la pollution, la protection des écosystèmes, la biodiversité, etc. Bon. Le deuxième critère qui est peut-être moins évident, c'est il faut que l'activité économique n'ait pas d'effet indésirable. C'est-à-dire que si on a un objectif par rapport, par exemple, au changement climatique, que l'activité économique ne pose pas de problème par rapport à d'autres objectifs, par exemple la biodiversité. Le troisième critère, c'est le respect de minima sociaux. Et ces minima sociaux par rapport à l'Europe sont essentiellement par rapport à la législation sociale existante. C'est un peu plus compliqué quand on va à l'étranger, mais en gros, il faut respecter la législation sociale européenne. Ce n'est pas très surprenant, mais c'était important de le dire. Enfin, et c'est l'aspect le plus connu de la taxonomie, il y a des critères techniques qui sont des critères en fait scientifiques de déterminer si une activité économique contribue ou pas à la durabilité. Et c'est là que la Commission a réuni un groupe de spécialistes, de scientifiques pour arriver à déterminer ces critères, et que la taxonomie européenne se traduit en fait par une documentation très importante qui analyse les différents secteurs économiques par le travers de ces critères scientifiques. Alors, pour prendre un petit peu de recul, je m'excuse une seconde. Pardon. Je vais prendre un petit peu de recul par rapport à cette taxonomie et te dire, bon, une fois qu'on a on a établi les activités économiques qui sont alignées ou pas, quelle est la base du reporting? Alors en fait, il y a trois critères qui sont repris par la régulation. C'est principalement le niveau de revenu, par exemple d'une entreprise qui est alignée avec la taxonomie, le montant de ses investissements qui est aligné avec la taxonomie, et enfin certaines dépenses d'exploitation. Alors si on essaie de regarder cet effort de la Commission européenne pour établir une taxonomie, qu'est-ce qu'on peut dire sur
ce qu'elle fait bien et ce qu'elle fait peut-être un peu moins bien. Alors, je dirais que l'avantage principal de la taxonomie, c'est que ça permet d'avoir effectivement une classification claire sur ce qui est durable ou pas. Deuxièmement, elle est clairement basée sur des critères scientifiques. Et troisièmement, elle repose sur une vision large de la durabilité, par exemple les critères sociaux et ce que j'ai mentionné avant, la do no significant harm. Alors, ce que la taxonomie fait un petit peu moins bien, c'est que elle a tendance à être binaire, c'est-à-dire que vous êtes durable ou vous ne l'êtes pas. Point lié, elle est un peu statique, c'est-à-dire qu'elle ne vous donne pas une vision de ce que j'appellerais la transition vers la durabilité. C'est-à-dire qu'elle ne vous donne pas clairement des objectifs. Vous pouvez vous en servir pour un objectif, mais ce n'est pas nécessairement très clair dans la manière dont on les fait. Et enfin, et je terminerai avec ça, elle n'est pas évidente à appliquer. Enfin, elle pose des défis d'utilisation quand on la ramène à sa détermination par rapport à l'activité d'une société ou par rapport à un produit financier. Je m'arrêterai là. Merci Nicolas. Je vais me tourner virtuellement vers Julie Ancidei de l'AMF. Clairement, améliorer la disponibilité, la fiabilité et la comparabilité des données environnementales est aujourd'hui un enjeu crucial. Julie, quelle est l'action aujourd'hui des régulateurs pour favoriser la transparence du reporting extra-financier des émetteurs et ainsi de pouvoir asseoir une confiance élargie des investisseurs? Bonjour à tous. Merci beaucoup, Elie. Je pense que effectivement les deux slides de Nicolas illustrent bien à quel point la transparence est au cœur de ce qu'a essayé de faire la Commission européenne et des réglementations qu'ont ensuite adopté les co-législateurs. La transparence a deux objectifs, effectivement la confiance, comme tu l'indiques, et puis aussi l'idée qu'on a besoin de savoir où en est la réalité économique aujourd'hui de l'Union européenne par rapport aux objectifs environnementaux et sociaux qu'elle se fixe, donc aujourd'hui, et puis demain, vers quel effectivement scénario on se dirige. C'était aussi, à mon avis, très utile de commencer par cette taxonomie, parce que c'est la taxonomie qui a été, comme l'a rappelé Nicolas, conçue pour faciliter la réorientation des capitaux vers les activités qui vont faciliter la transition énergétique et environnementale de l'Union européenne. Donc, ça reste un enjeu. Je crois qu'il y a encore un rapport de la Banque européenne d'investissement qui indique que le gap de financement entre les financements climat actuels et les besoins de l'Union européenne, si on veut atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030, ce gap, au lieu de se réduire, ce qu'on essaie de faire en 2020 et sans doute aussi dans le contexte de la crise sanitaire, ce gap n'a en fait pas diminué. C'est le même cas en France, où les flux de financement ne sont pas encore à la hauteur des besoins. Donc vraiment, l'enjeu pour la Commission européenne et les co-législateurs, c'est de créer un système d'incitation destiné à l'écosystème financier pour faire bouger les flux de capitaux au profit des activités qui sont effectivement les plus durables et celles nécessaires pour la transition économique. Et donc, de mon point de vue, c'est vraiment un dispositif d'incitation, je dirais, à défaut d'un autre système qui serait, par exemple, basé sur un prix carbone plus direct. Alors, pour revenir un petit peu sur le schéma en triangle de Nicolas, moi, je dirais qu'il y a une pyramide. Effectivement, on parle de la transparence au niveau des activités financées. Ça, c'est assez nouveau d'aller un petit peu derrière le miroir du secteur financier pour voir comment est-ce qu'il se relate à l'économie réelle. Donc, un premier niveau au niveau de la transparence des activités financées. Le deuxième niveau, comme l'indique Nicolas, c'est la transparence au niveau de l'entreprise, qui là est une somme d'activités, éventuellement dans des secteurs d'activité d'ailleurs différents. Ensuite, un autre pilier de la transparence dans ce plan d'action pour la finance durable est une transparence au niveau des produits d'investissement. Et enfin, un dernier pilier qui est la transparence au niveau des investisseurs et des gérants d'actifs. Donc, c'est vraiment un ensemble
de nouvelles informations qui sont demandées ou qui vont être demandées aux différents acteurs du secteur financier. Et Nicolas a aussi mentionné effectivement les agences de notation et les fournisseurs d'indices. Alors, pour concrètement, qu'est-ce que ça veut dire cette transparence? Je pense qu'effectivement, c'est important de voir aussi qu'il y a deux aspects, c'est-à-dire une transparence positive, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que les activités, les produits d'investissement, les investisseurs contribuent, et les entreprises, bien sûr, contribuent à un objectif environnementale ou sociale. Donc, c'est une contribution positive. Puis aussi une transparence négative, puisque la Commission européenne, effectivement, introduit des concepts comme le Do No Significant Harm dans la taxonomie, mais aussi dans le règlement Disclosure, donc SFDR, que Nicolas et Evert ont mentionné, le principe des Principal Adverse Impacts, donc des incidences négatives des investissements. Donc, on commence à regarder quel est l'impact des investissements sur leur environnement, mais aussi sur la société. Et puis, un dernier aspect, effectivement, dans ces enjeux de transparence, c'est de considérer l'information à une date T, mais aussi, effectivement, la trajectoire. Et donc, et ça, c'est sans doute l'enjeu le plus compliqué aujourd'hui dans le cadre réglementaire et pour les entreprises. On le voit aussi avec le cadre de reporting de la TCFD et l'utilisation des scénarios, c'est comment est-ce qu'effectivement, on peut retranscrire à la fois la situation actuelle, mais aussi dans quel scénario est-ce qu'on se place. Donc aujourd'hui, on est dans un équilibre un peu mouvant et la question est d'organiser cette transparence. Et bien sûr, c'est au cœur des missions du régulateur de marché. Alors concrètement, en fait, la brique qui est vraiment la plus aboutie, c'est celle de la disclosure au niveau des produits d'investissement et des gérants. Et donc, comme l'indiquait Evert, le règlement SFDR, Disclosure, les premières obligations entrent en vigueur dès le mois de mars prochain. Donc, il y a des obligations au niveau des produits et des acteurs sur la prise en compte des enjeux de durabilité qui rentrent en vigueur. Donc, c'est le dispositif français de l'article 73 avait déjà un certain socle en France. Il est maintenant étendu au niveau européen et il inclut, comme le disait Nicolas, des indicateurs, notamment de performance sur des enjeux environnementaux et sociaux. Et puis SFDR fait une autre chose aussi, c'est qu'il définit deux types de produits. Des produits article 8, c'est-à-dire des produits qui promeuvent des caractéristiques environnementales et sociales, les produits ESG, et puis aussi des produits article 9, dans le jargon bruxellois, qui sont des produits qui, cette fois-ci, ont un objectif d'investissement durable. Et dans les deux cas, effectivement, il faudra rendre compte de quel est le lien avec la taxonomie et les activités qui sont considérées comme durables vis-à-vis du cadre de la taxonomie. Donc, en quelque sorte, on a commencé un petit peu avec le plan d'action de la Commission européenne par le bout de la chaîne, c'est-à-dire les investisseurs. Mais encore une fois, c'est un choix qui reflète l'idée qu'il faut mettre en branle la machine financière et donc créer des incitations. Maintenant, on a aussi la taxonomie au niveau de l'activité et reste la brique du milieu qui est celle du reporting des émetteurs. Et donc, comme le disait Evert, ça va être tout l'enjeu de la révision de la directive extra-financière l'année prochaine et de la définition d'un standard de reporting harmonisé. Donc, juste quelques enjeux de notre point de vue sur cette directive. D'une part, le périmètre des entreprises qui vont devoir reporter. Et effectivement, c'est non seulement les entreprises cotées, mais aussi les entreprises non cotées, parce qu'elles ont un impact sur leur environnement et sur la société, indépendamment du fait d'être cotées ou pas. Aussi la question des PME, parce qu'il faut pouvoir embarquer les PME dans cet mouvement pour la finance durable. La question, bien sûr, de la robustesse et de la vérification des données qui sont reportées par les entreprises. Et puis, la question de la comparabilité des données qui sont publiées par les différentes entreprises. Et là, on voit qu'il faut en fait aller jusqu'à une certaine harmonisation des indicateurs qui sont produits, encore une fois, de manière à assurer une comparabilité. Puis, un dernier enjeu, et on le voit bien avec le graphique, le triangle infernal de Nicolas, c'est réconcilier les exigences de reporting et de transparence du bout de la chaîne, c'est-à-dire les investisseurs, les gérants d'actifs, les produits d'investissement et puis jusqu'aux entreprises. Alors, que fait l'AMF et les autorités de marché pour renforcer la qualité et la transparence?
Donc, un mot sur ce qu'on fait l'AMF. Du point de vue des produits d'investissement, l'année dernière, pour les produits d'investissement qui sont distribués à une clientèle de particuliers, et donc en amont de la mise en œuvre de ce règlement, on a décidé de publier une doctrine sur ces produits qui mettent en avant les aspects ESG comme un argument central de leur marketing, et avec un objectif de limiter les risques de greenwashing qui sont encore une fois un sujet de préoccupation pour les régulateurs de marché et pour la protection des investisseurs. Dans le domaine des entreprises, il y a deux grands leviers d'action. D'une part, c'est à la fois mettre en avant des bonnes pratiques dans un cadre de reporting, comme je le disais, qui est encore assez mou en termes de déclinaison pratique pour les entreprises. Donc, on a mis en avant des bonnes pratiques dans le rapport sur la responsabilité sociale des entreprises publié en 2019, mais plus récemment, par exemple, avec un rapport sur la mise en œuvre des recommandations de la TCFD par un échantillon d'institutions françaises. Et puis un deuxième volet qui est la supervision des informations publiées par les entreprises dans leur déclaration de performance extra-financière. Et donc, c'est une revue individuelle au moment de la revue des rapports de gestion des entreprises. Et donc, où là, bien évidemment, l'idée aussi, c'est de progressivement augmenter le niveau d'exigence par rapport à ces informations. Donc, on voit qu'il y a un équilibre un peu instable, encore une fois, que les exigences au niveau des investisseurs se renforcent, alors que la matière première qui vient des entreprises n'est pas encore complètement là. Alors, les agences de notation, les fournisseurs de données ESG se mobilisent aussi pour pouvoir offrir un certain nombre de données, mais il est certain, de mon point de vue, que cette transparence est complètement indispensable à la réussite du plan d'action de la Commission européenne et de l'Europe pour la finance durable, mais qu'elle va nécessiter une certaine éducation du marché par rapport à ces informations qui sont produites, et puis une progression dans la qualité au fur et à mesure. Merci beaucoup Julie. Alors la plupart des intervenants de marché sont des entités régulées, donc l'action des superviseurs a un impact important sur leurs opérations. Donc je vais me tourner vers Bertie. Est-ce que vous pouvez nous indiquer les axes de travail des superviseurs pour intégrer la transition environnementale dans leur mission? Voilà. Donc en fait, je vous parle aujourd'hui effectivement. Donc je travaille à la Banque de France, mais impliquée dans le secrétariat de ce Network for Greening the Financial System, le NGFS. Donc le secrétariat de ce réseau de banquiers centraux et de superviseurs est assuré par la Banque de France. Cette initiative, voilà, on vous la présente un peu comme un élément structurant en fait, de l'action dans la sphère des banquiers centraux, des superviseurs prudentiels, banque assurance. Il a été créé dans la foulée du One Planet Summit en 2017, partant de la base d'un constat que le changement climatique est une source de changement structurel dans l'économie et le système financier, mais c'est un risque de nature particulière par l'ampleur de son impact, sa réalisation qui est certaine, même si on ne sait pas exactement à quelle échéance il va se réaliser et de quelle manière exactement, à quel endroit, mais on sait que le changement climatique est là et qu'il va arriver. Un risque qui a des conséquences irréversibles, mais néanmoins, ces conséquences dépendent d'actions de court terme qui seront menées par les gouvernements. Enfin, ces actions de court terme sont d'autant plus cruciales que c'est un risque qui n'est pas linéaire et qui peut atteindre certains points de bascule, au-delà desquels les conséquences seraient bien plus importantes. Donc ça, c'est un constat qui a été fait par un certain nombre de banquiers centraux et de superviseurs il y a 3 ans, qui sont partis sur l'idée que le risque climatique était une source de risque pour la stabilité financière. Donc, on est parti à 8 membres fondateurs, notamment donc, la Banque de France, mais aussi la Banque centrale des Pays-Bas, la Banque centrale de Chine, la Bundesbank, la Bank of England, l'autorité singapourienne, l'autorité de contrôle suédoise. Voilà, et je dois en oublier au passage. Mais donc, on était 8 au départ, on est 83 aujourd'hui, 3 ans plus tard, y compris la Fed qui nous a rejoints en décembre dernier. Donc voilà, avec 13 observateurs, parmi lesquels la Banque des règlements internationaux. Donc voilà, c'est vraiment, je pense, un mouvement qui a connu un grand succès parce qu'il répondait à une certaine attente, c'est-à-dire de coordonner la réponse des banquiers centraux et des superviseurs à un risque qui est global. Donc c'est une coalition on appelle ça la coalition of the willing, donc c'est vraiment l'idée du volontarisme. On n'est pas un standard setting body, on n'émet pas de recommandations contraignantes, il n'y a pas de revue des pairs,
c'est vraiment l'idée d'imprimer une dynamique, de partager des bonnes pratiques, de mettre en valeur ce qui se fait de mieux dans la communauté des banquiers centraux, des superviseurs. Et ça a un certain impact, puisque aujourd'hui, maintenant qu'on a aussi la Fed qui est parmi nos membres, on supervise notamment 100% des G6 mondiales. On peut passer à la slide suivante. Voilà, donc sur cette, il y a eu un rapport fondateur, en fait, suite à cette création fin 2017, un rapport fondateur en avril 2019 du NGFS qui a émis 6 recommandations, dont 4 pour les banquiers centraux et les superviseurs. Et ces recommandations sont vraiment à la base de tous les travaux qu'on a conduits ensuite, notamment après l'année dernière. Donc en 2020, on a eu beaucoup de publications, beaucoup de rapports qui s'articulent tous autour de ces recommandations primordiales. Donc dans les recommandations faites aux banquiers centraux et aux superviseurs, voilà, il y a 4 priorités, donc d'intégrer les risques climatiques dans la supervision de la stabilité financière, mais aussi dans la micro-supervision, donc au niveau des établissements bancaires et assurances, d'intégrer, ça c'est sur le plan des banquiers centraux, d'intégrer les facteurs de soutenabilité dans leur gestion de portefeuille pour compte propre, d'essayer de résoudre le problème de disponibilité des données qui permettent l'appréciation de ce risque climatique, et enfin d'essayer de faire en sorte d'imprégner justement cette dynamique globale en faisant de la diffusion d'idées, d'aider nos pairs. On ne pratique pas la revue des pairs, mais au contraire, on essaie de les aider, de faire en sorte que tout le monde monte à bord en donnant des instruments et des outils pratiques qui permettent de mettre en place une supervision de risque climatique, que ce soit pour la stabilité financière ou la micro-supervision. Il y avait aussi des recommandations pour les policymakers, enfin les gouvernements, dont la Commission européenne notamment, voilà, qui étaient nos priorités et qui sont aussi un prérequis dans le cadre global pour nous arriver à mettre en œuvre notre vision, c'est d'arriver à avoir des disclosures climatiques et environnementales suffisamment comparables, transparentes, pour avoir des données manipulables en masse, voilà, avoir des effets suffisants, sortir de l'analyse vraiment trop micro et individuelle où on n'arrive pas à comparer ce que font deux acteurs différents. Et aussi, dans la même lignée de ces données, d'avoir des taxonomies qui soient à peu près comparables, qu'on puisse un peu manipuler et articuler entre elles, de ces activités vertes ou activités vertes. Stade suivant, s'il vous plaît. Voilà, donc parmi les nombreuses productions du NGFS l'année dernière qui sont toutes disponibles sur notre site internet, il y avait, je vais mettre en lumière 3 guides pratiques qui ont été particulièrement, qui répondent à cet objectif d'aider à mobiliser la collectivité des banquiers centraux, des superviseurs. Bon, il y a ce guide de l'investissement responsable pour les banquiers centraux, mais je pense que c'est moins notre objectif aujourd'hui. Je voudrais plus me focaliser sur les 2 autres guides, le guide pour les superviseurs, sur comment intégrer justement ces risques climatiques dans leur supervision, et le guide pour utiliser des scénarios climatiques qui a été publié en parallèle à nos premiers scénarios de référence pour arriver à promouvoir ce nouveau mode d'analyse. En fait, c'est ces 2 grands outils, donc je vais essayer de les décrire un peu plus dans les slides suivants. Donc, slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc le premier outil, donc ce guide pour les superviseurs, il a résulté d'un modus operandi qu'on a mis en place sur beaucoup de nos travaux au NGFS, c'est-à-dire c'est un processus de revue collective assez participatif où en gros on demande à tous nos membres, donc ce qui fait de plus en plus de membres avec le temps. Au début, il n'y avait pas beaucoup de monde qui répondait, maintenant c'est vraiment des choses assez importantes. Donc déjà à l'époque, c'était l'année dernière, ou même encore un peu plus avant, on a eu une survey qui a été traitée par 34 membres du NGFS qui ont mis en valeur, eux, ce qu'ils faisaient de leur côté, ce qu'ils avaient mis en place concrètement en matière de supervision du risque climatique. Et donc, on a une collection d'exemples assez intéressantes à travers le monde entier sur ce qu'ont fait les différents superviseurs. On a essayé d'en retirer quand même des principes généraux pour guider l'action de tous ceux qui n'auraient pas encore mis en place, ce qui ne seraient pas encore entrés dans ce processus. Donc, on a mis en place des recommandations qui sont à la fois pour les superviseurs bancaires et assurances, puisque ce sont les deux terrains couverts. On n'est pas, en revanche, on n'inclut pas tout ce qui est supervision de marché. Ça, c'est pas dans le périmètre du NGFS. Et donc, des recommandations non contraignantes, comme tout ce que fait le NGFS, mais qui ont une visée un peu inspirationnelle. Et d'ailleurs, cette année, on entreprend un nouveau travail, et notamment compte tenu de l'adhésion récente de pas mal de monde,
pour voir en quoi ce guide aura pu être utile pour ceux qui étaient peut-être arrivés plus tardivement sur le sujet. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante qui détaille ces recommandations? Voilà, donc dans les recommandations, bon, je pense que vu d'aujourd'hui, ça apparaît comme quelque chose d'assez consensuel, mais en fait, ça pose des bases analytiques qui sont assez importantes et sur lesquelles après, les standard setting bodies, donc qui ne sont pas nous, mais qui vont se saisir du sujet. Le sujet commence à être vraiment à faire des petits dans les institutions plus traditionnelles que ce réseau informel et un peu novateur. Donc, on a ces recommandations qui est de demander on recommande aux superviseurs de déterminer les canaux de transmission de ces risques climatiques vers l'économie et d'identifier comment ils peuvent être matériels auprès des entités supervisées. Ça, c'est la première recommandation. La deuxième recommandation, c'est de développer une stratégie et une organisation interne avec des ressources à la clé au sein des superviseurs pour arriver à contrôler ce nouveau risque. Troisièmement, d'identifier les expositions les plus vulnérables au sein des entités supervisées et d'estimer les pertes potentielles qui pourraient résulter de la matérialisation de ce risque. Donc ça, notamment, ça fait le lien vers après tout ce qui sera entrepris en termes d'analyse de scénarios. Également, mettre en place, ça c'est la quatrième recommandation, mettre en place de manière claire, transparente, des attentes du superviseur. Donc la dernière recommandation, qui est mettre en place, exprimer ses attentes. Ça permet aussi de guider les agents dans l'attente de réglementation plus ferme. Déjà que chaque superviseur mette en place un peu une grille d'analyse, exprimer sa grille d'analyse vis-à-vis de ses supervisés. Et enfin, mettre en place une gestion adéquate du risque dans son organisation interne. Donc, je crois que je suis un peu trop longue, donc je vais essayer d'accélérer. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît? Voilà, donc ça, c'est juste pour montrer que suite à cette revue de tout des bonnes pratiques de tous nos membres, il y a notamment une chose qui en ressort, c'est le manque de données, le manque de méthodologie commune pour apprécier ce risque et notamment l'utilité d'avoir des données prospectives. Donc là, on peut passer à la slide suivante. Pour ces données prospectives, il nous faut notamment se fonder sur des scénarios de risque climatique, puisque c'est un risque qui, par essence, est prévu pour l'avenir, mais ne s'est pas encore matérialisé. Donc, le mode de fonctionnement habituel des superviseurs, qui est de regarder en arrière pour voir ce qui s'est passé sur certains risques, ne marche plus. Il faut regarder en avant, se dire voilà les risques tels qu'ils vont se réaliser, mais il faut une vision commune. C'est un risque global, on ne peut pas avoir chaque superviseur dans sa juridiction qui dit pour moi le risque, il suit telle trajectoire, moi telle autre. Voilà, si on veut pouvoir comparer un peu la situation des établissements, il nous faut des bases communes. Donc ça, c'est l'apport du NGFS. On a produit ces scénarios. Une première production en juin dernier avec 8 scénarios qui se répartissent donc sur la grille que vous voyez entre des scénarios de hausse, différents niveaux de hausse des températures en fonction des politiques publiques qui auront été mises en œuvre pour favoriser une transition plus ou moins rapide vers une économie bas carbone. Donc voilà, donc on a différents scénarios de stress qui permettront justement, on continue à les raffiner, on continue à les décliner de manière plus fine pour arriver justement à produire le substrat de base sur lequel après les superviseurs pourront tester la résilience de chaque établissement en fonction des expositions qu'il a et de la vulnérabilité de ces expositions aux différentes trajectoires. Je pense que si on peut peut-être passer, je pense qu'à partir de là, l'essentiel est dit. S'il faut qu'on accélère, je pense que c'est bon. Merci pour ce tour d'horizon des recommandations et des actions élaborées par le NGFS. Je vais me retourner vers Nicolas sur des questions plus normatives. Nicolas, c'est un des thèmes très importants qui a été esquissé lors des discours introductifs. Où est-ce qu'on en est des European Green Bond Standards? Quels sont aujourd'hui les défis? Quelles sont les prochaines étapes dans l'élaboration de ces standards? D'accord, j'ai une diapositive pour illustrer ça. Alors, l'EUGBS, on en a beaucoup parlé. C'est donc l'initiative européenne pour déterminer un standard européen pour les obligations vertes, pour les green bonds. Alors, ce qui est intéressant, c'est que alors que cette initiative commence à être, bien entendu, il y a eu beaucoup de communication sur cette initiative, et puis elle commence à être reprise dans les différentes régulations européennes. Il est important de savoir qu'elle reste
à l'état de projet. C'est-à-dire qu'en fait, l'EU GBS est une proposition d'un groupe d'experts de la Commission européenne, la Technical Expert Group, qui est en train d'être évaluée par la Commission européenne, et la Commission devrait prendre des décisions durant le courant 2021. Donc c'est un sujet très intéressant, mais ce que je voudrais que notre auditoire retienne, c'est que pour l'instant, ce n'est qu'un projet, ça n'existe pas encore. Et c'est un peu une situation compliquée, encore une fois, parce qu'elle est reprise comme étant un fait établi dans des régulations, et encore une fois, ce n'est qu'un projet. Alors, qu'est-ce que c'est l'EU GBS? En fait, c'est une élaboration de ce qu'on fait déjà dans le marché des green bonds, avec trois choses, trois différences importantes. La première, c'est qu'une recommandation sur le format des green bonds, c'est-à-dire qu'on formalise ce qu'on appelle un green bond framework, c'est-à-dire le cadre dans lequel l'investisseur explique ce qu'il va faire avec son green bond. Donc ça, c'est une formalisation, c'est quelque chose que beaucoup d'émetteurs font déjà, mais l'EU GBS, il faudra le faire systématiquement. Deuxièmement, et c'est peut-être le point le plus important, l'EU GBS, il doit être aligné avec la taxonomie. Je vous renvoie à ce que je disais tout à l'heure. Donc, quand vous achetez un EU GBS, quand il existera, et s'il existe, il sera aligné automatiquement avec la taxonomie, ce qui n'est pas si simple. Encore une fois, je vais revenir sur ce que je disais sur les difficultés d'utilisation pratique de la taxonomie sur des situations réelles, mais tout ça pour dire que ça ne va pas de soi, et il va falloir élaborer dans le marché des méthodologies pour qu'on y arrive à grande échelle et de manière relativement simple. Troisième différence, un EU GBS, il faudrait que ce soit systématiquement vérifié. Et en plus, le vérificateur devra être enregistré, connu et éventuellement régulé, par exemple, par l'ESMA. Donc, en fait, un EU GBS, c'est un green bond, mais avec un nombre de garanties supplémentaires et un cadre plus formel et une vérification systématique. Donc, c'est un produit intéressant, mais on n'y est pas encore. Merci Nicolas. On parlait de green bonds. Il y a une question sur l'approche de l'AMF vis-à-vis des obligations vertes. Probablement pour Julie. Oui, Nicolas a raison, c'est-à-dire que c'est encore un objet un peu non identifié dans le cadre juridique, les obligations vertes, ce qui ne veut pas dire que le marché ne s'est pas structuré, et comme le rappelait Nicolas, mais effectivement, ça serait bien de pouvoir porter le bébé sur les fonds baptismaux maintenant, et que le EU Green Bond Standard puisse voir le jour assez rapidement, parce que c'est une façon effectivement d'organiser ce marché encore plus, de renforcer la confiance vis-à-vis de ce marché, et puis de faire ce lien avec la taxonomie, même si ce n'est pas exempt de difficultés, comme le souligne Nicolas. Alors, l'approche de l'AMF, dans ce cadre juridique qui n'est pas défini, en fait, on a une approche tout à fait pragmatique, c'est-à-dire d'abord, on n'impose rien de spécifique. En revanche, on a fait un certain nombre de recommandations. On essaie d'inciter effectivement les émetteurs à intégrer certaines informations dans le prospectus, avec un objectif de sécuriser au maximum d'un point de vue juridique pour l'ensemble des parties prenantes, sans fragiliser, sans mettre en danger la flexibilité opérationnelle pour ce genre d'opération qui est tout à fait nécessaire. Mais c'est à partir du moment où effectivement, ce qui fait le vert d'une obligation, c'est l'utilisation des proceeds. Effectivement, on encourage les émetteurs à décrire dans la section du prospectus qui concerne l'utilisation des proceeds de manière synthétique, ce qu'ils comptent faire, et comme le dit Nicolas, notamment des éléments importants pour les investisseurs, outre l'utilisation des fonds, mais est-ce que le Green Bond Framework sera disponible, est-ce qu'une seconde opinion est demandée, est-ce qu'il se conforme avec les principes d'ICMA, donc des éléments comme ça qui sont tout à fait gérables pour les investisseurs. Et je pense que c'est effectivement l'intérêt de tous de montrer que cette approche peut fonctionner, notamment si d'autres pistes sont explorées au niveau européen vis-à-vis d'un cadre plus rigide au niveau des prospectus, par exemple. Si je peux ajouter une chose, Élie et Julie, ce qui est important de retenir avec l'EU GBS, c'est que dans la proposition du TEG, ça restera une option volontaire pour l'émetteur. C'est-à-dire que l'EU GBS n'a pas vocation à remplacer tous les green bonds en Europe. Ce sera au choix
de l'émetteur, éventuellement sous la pression, sous la demande des investisseurs de manière tout à fait légitime. Il est possible que les investisseurs expriment une préférence pour l'EGBS qui a donc ces qualités dont on a parlé. Mais c'est important que l'auditoire comprenne qu'on ne va pas vers une espèce de Big Bang d'ici 1 an ou 2 où tous les green bonds en Europe devront automatiquement devenir des UGBS. Ce sera une option pour les émetteurs, ce sera une espèce de gold standard pour les émetteurs et pour les investisseurs. Un mécanisme d'incitation, encore une fois, je pense. Voilà. Ok, merci à vous. Peut-être je vais me retourner vers Bertie pour rebondir sur la présentation qui a été faite des orientations données par le NGFS pour guider l'action des banques centrales et des superviseurs. La question que je me pose et que d'autres spectateurs peuvent se poser, c'est par exemple à la Banque de France, concrètement, comment ces orientations ont été mises en œuvre ou vont être mises en œuvre? Alors assez concrètement, en fait, on a la Banque de France, donc qui chapeaute aussi le superviseur bancaire, prudentiel bancaire assurance. Donc elle agit sur plusieurs volets, à peu près, je pense, tous ceux que préconise le NGFS. On a vraiment été dans les chevilles ouvrières de ce réseau des superviseurs et des banquiers centraux pour le verdissement du système financier, en mettant en place ce secrétariat qui occupe aujourd'hui une dizaine d'experts dédiés à ce sujet-là. Donc ça fait quand même une grosse ressource mise à disposition. On a aussi, en matière d'investissement responsable, mis en place une stratégie d'investissement responsable depuis 2019, avec un rapport annuel dédié qui est publié par la Banque de France. Après, au niveau de l'ACPR en particulier, alors je ne suis pas membre de l'ACPR, mais voilà, je vais juste vous donner un aperçu de ce qu'ils font. Donc, l'ACPR s'est attaché assez tôt en fait à ce sujet, a d'abord essayé de produire une vision de ce que faisaient les établissements bancaires et assurances en matière de contrôle du risque financier, quelle gouvernance ils avaient mise en place, ce qu'ils avaient réussi à mettre en place comme métrique. Donc là-dessus, il y a eu 2 rapports qui ont été publiés par l'ACPR en 2019, mais donc vraiment des rapports statiques. De ça, 2 autres productions en sont sorties, aussi alimentées par les travaux d'un groupe de place. D'abord, un guide des bonnes pratiques sur comment adapter la gouvernance des établissements et permettre une mesure des risques climatiques, et aussi un travail sur, on peut appeler ça un stress test climatique, même si ça n'a pas d'impact sur les exigences en fonds propres réglementaires, mais c'est un exercice pilote d'analyse de scénarios climatiques, donc exercice vraiment mené sur la base du volontariat en partenariat avec les établissements, sur la base des scénarios du NGFS, pour arriver à voir, donc comme je disais tout à l'heure, de manière prospective, ce qui pourrait se passer au bilan des établissements bancaires en cas de réalisation du risque climatique. Donc, c'est des scénarios à 30 ans, ce qui change vraiment de l'horizon habituel des stress tests bancaires. C'est vraiment un exercice nouveau et qui permet, qui est aujourd'hui encore très exploratoire. On aura des résultats d'ici avril de cette année. Mais voilà, l'objectif, c'est déjà de faire un premier exercice, voir les limitations en termes de métriques, de données disponibles, où on peut progresser, sensibiliser les établissements et préparer une meilleure appréciation prospective de ce risque. Et clairement, c'est un type d'exercice qui a vocation à perdurer, puisque le SSM a annoncé que en 2022, l'année prochaine, il y aurait un stress test climatique au niveau des banques de l'eurozone. Donc c'est vraiment quelque chose qui va rentrer dans le paysage et qui est nouveau. Donc je pense que c'est les principaux points sur lesquels il faut insister concernant Banque de France et ACPR. Merci Bertie. Merci. Alors, on arrive au terme de la table ronde. Une dernière question pour chacun d'entre vous, peut-être si vous pouvez répondre en une phrase maximale. Est-ce que chacun, vous pouvez donner l'action que les gens qui ont assisté à la table ronde doivent faire pour contribuer à la transition environnementale? Julie? Je pense qu'il faut effectivement se poser la question à la fois du marron et du vert, c'est-à-dire, c'est un peu ce qu'on a essayé de dire, et le panel a aussi entre les 2 côtés, et je pense que ça va être de plus en plus un langage qui va rentrer dans les discussions, et donc le problème des données, comment est-ce qu'on mappe nos activités, nos portefeuilles d'investissement et nos revenus, nos investissements pour une entreprise, comme le disait Nicolas, vis-à-vis de ces objectifs environnementaux et sociaux qui sont définis soit par l'Union européenne, soit par
l'acteur lui-même. Bertille? Moi, je insisterais vraiment sur le côté, en tout cas, vis-à-vis des acteurs de la sphère financière, je pense qu'il faut être proactif et pas hésiter à entrer dans le débat. Et il y a toute une réglementation autour de la finance durable qui est en train de se mettre en place, avec beaucoup de consultations. Ça peut paraître parfois fastidieux parce qu'il y en a énormément de tous les côtés. Mais je pense que vraiment, l'idée, c'est d'arriver à fédérer les initiatives venant de la sphère privée pour arriver à mettre en place un cadre réglementaire pertinent. Donc voilà, moi j'aurais un mot-clé, être proactif et participer. Nicolas? Oui, moi je dirais qu'il faut se poser de plus en plus la question de la transition et de la dynamique de la transition. C'est-à-dire que cette première phase où on identifie ce qui est vert ou ce qui n'est pas, ou ce qui est durable ou pas, et on met en place de manière tout à fait justifiée un cadre réglementaire, c'est important, mais c'est la base. C'est-à-dire que maintenant, il faut qu'on soit dans une dynamique et la plus holistique possible. C'est-à-dire qu'il faut favoriser les secteurs verts, mais il faut aussi réfléchir vraiment à comment est-ce qu'on transforme les secteurs compliqués et difficiles, par exemple, dans le domaine de l'industrie lourde ou de l'extraction pétrolière. Merci à tous pour ces interventions synthétiques. On a senti que vous aviez beaucoup de choses à dire, mais on arrive au terme de notre panel. Donc, avec Marc-Étienne, on va tous vous remercier pour votre temps et votre expertise. Et puis, on va céder la place à la deuxième table ronde. Merci Elie, merci Marc-Étienne. Merci beaucoup. Merci, je suis impressionnée. Nous respectons le timing à 1 minute près. Merci beaucoup. Et comme ça va nous laisser un petit peu de temps donc, pour cette deuxième table ronde. Voyons comment maintenant les acteurs du secteur privé mettent en pratique toutes ces règles qui sont déjà en vigueur ou ces recommandations. Donc, j'appelle les participants de la deuxième table ronde à maintenant se connecter en allumant leur caméra. Cette deuxième table ronde est animée par Ibrahima Kobar, Global Chief Investment Officer chez Ostrom Asset Management. Il est également vice-président du comité régional France de l'ICMA. Et le deuxième animateur est Jean-Luc Lamarque, Global Head of Syndicate, Credit Trading and Sales chez Crédit Agricole CIB, et il est président du comité régional France de l'ICMA. Jean-Luc, Ibrahima, je vous invite à présenter vos invités et nous expliquer donc comment les acteurs de marché accompagnent la transition environnementale. Jean-Luc, Ibrahima, c'est à vous. Merci beaucoup Valérie. Tout d'abord, bravo aux participants du panel précédent qui a été très intéressant, je trouve. Donc, je vais donner quelques chiffres avant de présenter nos éminents panélistes. D'abord, des chiffres sur la croissance du Sustainable Bond Market qui en 2016 représentait 100 milliards d'émissions et qui en 2020 représentait 386 milliards d'émissions. Donc, c'est presque multiplié par 4. Évidemment, quand je parle de Sustainable Bond Market, ça inclut le green, ça inclut le social, la sustainability and sustainability linked bonds également. Qu'est-ce qu'on a vu de particulier en 2020? Je pense qu'on a vu l'émergence des social bonds. On a vu évidemment, dans le cadre du Covid, beaucoup de Covid bonds qui ont été émis. Il y en a eu environ 100 milliards au total de bonds, de social bonds. On a eu également, depuis que Enel a ouvert le marché avec des bonds dont le coupon est lié à la performance verte, dont Sustainability Linked Bonds. Ça, je pense que c'est une grande innovation. On va en voir de plus en plus. On en a vu s'engouffrer dans la brèche à la suite d'Enel. C'est un produit très intéressant et je pense que Isabelle, certainement, entre autres, va nous dire ce qu'elle en pense. Et puis, on a parlé effectivement des Green Bond Standards qui étaient en plein développement, mais ça, le panel en a très largement discuté. Je vais juste rajouter un mot. On attend, en tout cas c'est le forecast de CACIB et Sandrine nous dira si elle est d'accord avec ça. On attend 600 milliards en 2021 d'émissions de Sustainable Bonds, donc toutes les catégories que j'ai mentionnées précédemment. Donc, c'est un marché qui est en croissance constante et c'est pour ça qu'on a le plaisir d'avoir à la fois un émetteur sur ce panel, des investisseurs et une banquière qui accompagne les émetteurs, quelqu'un qui fait partie de Vigeo, donc
qui nous dit un petit peu comment on mesure et on prend la mesure de toutes ces performances. Donc très rapidement, je présente les panélistes. On a Sandrine Anguiar, qui est Head of Impact Structuring chez Société Générale, CIB. On a Isabelle Vic-Philippe, que j'ai déjà mentionné, qui est Head of Euro Aggregate chez Amundi, que je connais bien. Nous avons Émilie Béral, Executive Director chez Vigeo Eris. Et last but not least, Bernard, mais comme tu es l'homme de la situation, tu passes en dernier après ces dames. Bernard Descreux est directeur financement et trésorerie de groupe chez EDF. Et donc, ça tombe très bien puisque Bernard va être le premier à qui je pose des questions. Et Ibrahima prendra le relais. Je pose deux questions au départ et puis Ibrahima prendra le relais ensuite et fera la conclusion de ce panel. Donc, la première question à Bernard, naturellement, c'est quels sont les critères de sélection des assets éligibles pour un émetteur comme EDF, la construction du programme et comment arrive-t-on à faire le suivi des performances également. Je te laisse la parole, Bernard. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Parfaitement bien. Parfait. Alors, oui, comme vous le devinez à travers la question de Jean-Luc, nous émettons sous le format Use of Proceeds, c'est-à-dire que les investisseurs savent à quoi vont être affectés l'argent qui est collecté. On ne se contente pas d'une performance à long terme et d'un point de rendez-vous dans le futur. On dit tout de suite à quoi va être consacré l'argent que nous levons. C'est une démarche qui a été progressive puisque EDF a été le premier émetteur de Green Bond Corporate en 2013. Green Bond dont je peux vous annoncer qu'il a été remboursé la semaine dernière. Donc, même les Green Bonds, il faut les rembourser. Donc, on a eu 2 milliards de remboursements de Green Bonds sur ce premier Green Bond de 2013. Et à l'époque, il était centré uniquement sur les projets d'énergie renouvelable, c'est-à-dire le photovoltaïque et l'éolien. Et à travers des amendements successifs à ce Green Bond Framework, on a élargi progressivement à d'autres types de projets. On a élargi à la fois sur la nature même des projets. Tout d'abord, on a ouvert en 2017 à l'hydro et on a ouvert en 2020 à des projets d'efficacité énergétique et également à des projets qui amènent un bénéfice sur la biodiversité. Et puis, on a également ouvert géographiquement, ce qui était au début uniquement un périmètre français, a été élargi à l'ensemble de l'Europe. Alors, cet élargissement ne va pas sans difficulté, puisqu'un certain nombre dans un certain nombre de ces domaines, les projets sont des petits projets. Sur l'ensemble de notre programme de Green Bond, on a dû financer à peu près 30 grands projets dans le renouvelable, mais rien que sur l'hydro, c'est 800 projets qui ont été financés, puisque c'était des projets de requalification et de re-engineering de barrages, avec souvent d'ailleurs à la clé des bénéfices écologiques que maintenant on est en mesure également de mieux tracer à travers le reporting que l'on en fait. Donc ce travail de reporting, c'est vrai qu'il est très important. Là, on est en train justement, on est en train de terminer le rapport des auditeurs sur l'année de 2020. Et dans le sillage de la méga émission qu'on a fait en septembre, de 2,5 milliards, qui est donc la plus grosse émission corporate de Green Bond et une très très grosse émission c'était une convertie, donc c'est également une innovation. Et on avait inséré une clause dite de look back qui nous permet d'aller chercher les projets des 3 dernières années, puisque notre dernière émission remontait à 2017. Donc, il y a un gros travail à fournir aux auditeurs pour, je dirais, leur répondre à l'ensemble des questions sur les critères. Et au final, derrière, ça nous permet de donner beaucoup de transparence aux investisseurs. Alors, le chiffre qu'on met évidemment en avant, c'est les économies
de CO2 sur l'ensemble de nos opérations de Green Bond. On a pu donc ainsi mesurer une économie de 6 millions de tonnes de CO2 par an grâce à ce programme. Je ne sais pas, Jean-Luc, si ça répond bien à la question. Ça répond parfaitement à la question, mais je suis sûr que nos amis panélistes auront pas mal de questions à te poser ensuite, et je pense qu'on rebondira effectivement un peu plus tard avec Émilie sur la manière dont on mesure les performances, parce que je crois que c'est une question que beaucoup de gens se posent un peu plus en détail, donc c'est vraiment très intéressant. Pour mémoire, on n'avait pas trop de doutes sur le fait que tu rembourses ton emprunt. On avait confiance dans la signature EDF. Voilà, donc merci beaucoup Bernard pour avoir répondu à ces questions de cette manière aussi claire. Et je pense que maintenant, on va laisser la parole à Sandrine. Sandrine, tu vas nous dire un petit peu comment tu guides les émetteurs sur le chemin des green bonds ou des sustainable en général. En particulier, comment tu décides des produits qui sont plus adaptés en fonction des besoins, et également est-ce qu'il y a des secteurs particuliers et il y en a évidemment, qui sont par définition plus difficiles à faire venir sur le marché. On verra un peu l'avis de l'investisseur un peu plus tard à ce sujet, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus donc, sur toute la mécanique, toute la préparation, toute la structuration d'une transaction, et puis juste avant la mise au marché également, et également nous faire un point sur les différents secteurs et ce qu'il y a de plus simple et de probablement un peu plus compliqué. Vas-y. Oui, bonjour à tous. Une longue liste de questions que je vais essayer de traiter dans ces quelques minutes, mais je pense qu'effectivement, elles seront bien complétées par les autres panélistes. Je pense qu'il y a un point important, puisque d'abord, je parle au nom de nos banquiers, enfin de Société Générale en particulier, bien évidemment, mais le sujet de la transition environnementale, c'est un sujet sur lequel bien évidemment, on doit adapter notre offre de services. On a adapté aussi effectivement notre analyse de nos clients, émetteurs, emprunteurs, et on adapte aussi notre funding. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que la plupart des banques internationales sont actives aussi sur le marché des green bonds. Elles sont en tant qu'émetteurs parce qu'elles servent le marché des sustainable bonds, parce que c'est aussi ce qui sert notre transition pour nous en compte propre, et ce qui va nous permettre de financer les activités green au travers des crédits bancaires. Donc ça, c'est un point important. Je pense qu'on est acteur des deux côtés. On est acteur des deux côtés sur le marché obligataire sustainable, mais on est acteur dans la transition environnementale, puisque c'est le sujet du panel, sur ces deux volets-là aussi, et dans l'évolution que l'on sert dans notre activité bancaire au sens large. Ce qui fait qu'effectivement, quand on parlait d'outils et de produits sur lesquels on accompagne nos clients qui sont eux-mêmes tous engagés dans la transition environnementale, et c'est aussi pour ça qu'on voit cette explosion du marché Sustainable Bond dont tu parlais tout à l'heure, c'est qu'on a quand même un marché qui est en train d'exploser sur ces récentes années. Si les émetteurs sont capables de s'engager avec, pour la plus grosse part encore aujourd'hui, sur l'engagement de financer et de s'engager sur des investissements qui qualifient de green, de social ou de sustainable, c'est parce qu'ils ont engagé une transition. Et ça, c'est un point important. Et nous, derrière, comment on peut les accompagner au moment de structurer un outil obligataire, ou voire même aussi un crédit bancaire. On a commencé à avoir donc, les sujets dont on a parlé largement, notamment dans le premier panel, sur les green bonds et ces évolutions futures, en tout cas best practice avec les green bonds standards. Le sujet aujourd'hui, c'est plus effectivement d'adapter le produit de sustainable finance, on va dire, aux contraintes qu'impose de la transition et de la stratégie de transition environnementale de l'émetteur. Et on voit avec l'émergence, tu parlais tout à l'heure des Sustainability Linked Bonds aussi, qui somme toute sont un tout petit volume. On n'est même pas à une quinzaine de transactions aujourd'hui, et pourtant on en parle beaucoup. On a défini les Sustainability Linked Bond Principles, qui ont fait vraiment l'objet d'un débat très, très animé entre les émetteurs, les banques, les investisseurs.
pour avoir un produit dans lequel, suite à l'opération d'Enel, beaucoup d'émetteurs pensent et sont à même aujourd'hui de revenir sur le marché parce qu'ils ont mis en place cette transition environnementale de leurs activités et qu'ils la pilotent. Parce que je pense que c'est un point important. On a beaucoup parlé de transparence tout à l'heure dans le premier panel parce que c'est la clé de la Sustainable Finance. Donc, c'est transparence et modèle robuste pour expliquer ce qu'on fait. Donc, critères d'éligibilité, quand on est en train de parler de produits use of proceeds et la taxonomie est un outil formidable qui va nous permettre d'attaquer des secteurs qui sont aujourd'hui peu présents sur le marché de la Sustainable Finance et qui pourtant sont des acteurs essentiels de la transition environnementale. Et la liste, alors quand on a eu les premiers rapports du texte sur la taxonomie, ça nous a semblé, ces 500 pages, ça semblait une liste très longue pour beaucoup de monde et assez indigeste. Mais en même temps, c'est parce qu'on couvre une palette de secteurs essentiels pour ces sujets-là et donc qui vont nous permettre, en plus on ne couvre que 2 objectifs, quand on va avoir les 6 objectifs, on va pouvoir effectivement avoir des outils qui permettent à de nombreux émetteurs dans des secteurs de l'industrie lourde de venir sur des sujets use of proceeds. Le point aujourd'hui, c'est qu'on a vu aussi qu'avec les Sustainability Linked Bonds, on a ces mêmes acteurs qui aujourd'hui sont engagés dans une transition, même s'ils ne sont pas les outils aujourd'hui pour donner des éléments sur le use of proceeds et des investissements clairs qui répondent effectivement à des exigences green partagées par tous. On voit des acteurs qui arrivent aujourd'hui avec des engagements très forts, notamment sur leur stratégie climat. On a eu très récemment l'opération Lafarge-Holcim. C'est du ciment sur le secteur du Sustainable Finance. On ne les avait pas vus, en tout cas dans la partie obligataire. Ils viennent avec des engagements très forts, reconnus sur des scénarios SBTI, sur leur trajectoire climat. Donc, le marché est, en train de vraiment se structurer. On avait déjà, avec tout ce qui avait été fait au sein de l'ICMA, commencé à vraiment définir des best practices. La taxonomie me semble en tout cas un très bon objet de débat aujourd'hui et alimenter les discussions, servir de référence, au moins de base de discussion, même si on a des difficultés d'application, on a des éléments clés clairs pour discuter entre nous et entre donc avec les émetteurs qui sont des guidance, puisqu'on sait que côté investisseur, quand on va partir en roadshow, de nombreux investisseurs ont aussi en tête maintenant cette taxonomie en référence. Donc ça, c'est un point important. Et puis pour les acteurs qui sont encore pas couverts, en tout cas qui n'ont pas les éléments clés aujourd'hui pour démontrer qu'ils sont sur une logique use of proceeds ou qui de toute manière ne sont pas dans des activités si capitalistiques qui nécessitent des investissements lourds, l'outil Sustainability Linked aujourd'hui répond aussi parfaitement à l'adéquation entre une stratégie de transition d'un corporate et la manière dont ils peuvent s'engager aussi au travers de leurs outils de financement et partager ces objectifs avec les investisseurs. Alors voilà, j'ai essayé en quelques minutes de répondre à toutes ces questions. Tu as été brillante. Donc, merci beaucoup, Sandrine, pour toutes ces réponses. Je pense que c'est très clair. Je rappelle à nos auditeurs qui peuvent poser des questions à tout moment. On a un chat sur lequel on voit les questions arriver lorsqu'il y en a. Et donc, les panélistes seront ravis de répondre à vos questions, j'en suis certain. Et maintenant, je laisse la parole à Ibrahima. Merci beaucoup. Merci, Jean-Luc. Merci d'abord à l'émetteur, Bernard. Merci à Sandrine qui représente la banque. Je pense, avant de terminer avec l'investisseur représenté par Isabelle, il est important de donner la parole à un acteur qui est au milieu de ce dispositif, représenté ici par Émilie, c'est Vigeo. Et j'ai envie de te poser la question, tout simplement pour expliquer à nos auditeurs, c'est quoi le rôle de ces second party opinion dans le dispositif? Oui, donc merci pour cette invitation. Effectivement, je pense que c'est important d'expliquer ce que fait une agence de notation dans ce process d'émission et comment elle peut compléter effectivement cet objectif de transparence en fait, dont on a parlé jusqu'à présent, pour pouvoir arriver justement à accompagner les flux d'investissement vers des projets à impact. Donc, Vigeo Eiris et les agences de notation extra-financières, de manière générale, existent depuis plusieurs années. Donc, Vigeo Eiris en particulier, en fait, qui est affilié au groupe Moody's depuis 2019, a 30 ans d'expérience sur le marché de l'ESG pour parler effectivement de son rôle dans le cadre de l'accompagnement justement du marché en matière de transition environnementale. Je dirais que le cœur même d'activité des agences de notation extra-financières, c'est d'accompagner les acteurs de marché, que ce soit des investisseurs ou des entreprises, dans leur transition, leur propre transition, Sandrine en parlait, justement vers l'intégration de facteurs ESG dans leurs opérations.
Et effectivement, l'intégration de facteurs ESG dans les opérations, ça peut toucher à la fois les instruments de dette, mais aussi l'equity, et les agents de notation permettent de servir ces objectifs-là. Et donc, c'est au cœur même en fait, des activités des agences de notation que de contribuer à cet objectif. Si on reprend la chaîne de valeur qu'on vient d'écouler, donc on a parlé de l'émetteur, on a parlé de la banque arrangeuse, les agences de notation opèrent en tant qu'intermédiaires entre les émetteurs et le marché pour fournir justement aux entreprises des services de second party opinion, donc qui sont des opinions tierces indépendantes sur des émissions qui peuvent être labellisées vert, social et de développement durable, et ce, sur tout type d'instruments financiers. On a à cœur effectivement de donner un avis qui permet à l'investisseur derrière de se décider sur l'éligibilité en fait, de cette opération par rapport à des critères ou à des envies, je dirais, qui permettent ensuite de remplir leurs propres objectifs. Donc, nous sommes un acteur de la transparence sur ce marché. Et ça fait plus de 9 ans maintenant en fait, qu'on opère sur le marché des émissions obligataires en tant que fournisseur d'opinion. On a démarré en 2012 avec une des premières opérations sur le marché, à une époque où en fait, il n'y avait pas de standard, il n'y avait pas de marché non plus, donc c'était assez innovant. Et je pense qu'effectivement, ce qu'on observe en fait, c'est qu'il y a une tendance vraiment positive à l'innovation et qu'on a de plus en plus d'innovation. On parlait justement des Sustainability Linked Bonds précédemment. Je pense que c'est effectivement ce type d'innovations qui vont nous permettre, en tant que communauté, d'arriver à remplir les objectifs très ambitieux en fait, qui ont été fixés par l'accord de Paris et au-delà, pour nous permettre effectivement de transitionner et de pouvoir remplir les objectifs de développement durable qui ont été fixés au niveau international. On a produit à date un peu plus de 300 SPO dans différents pays sur tout type d'émetteurs, mais je pense que c'est important effectivement de préciser un peu quel est l'intérêt de passer par une agence de notation extra-financière dans ce processus. Donc, comme j'expliquais, en fait, c'est d'avoir un tiers indépendant qui vient avec son expertise et avec sa vision, en fait, de la manière dont un projet peut effectivement contribuer à des objectifs. Et donc, du coup, l'intérêt que peuvent avoir des émetteurs à souscrire et à rajouter cette étape dans le processus, c'est de crédibiliser cette opération avec un avis tiers, c'est de répondre aussi aux bonnes pratiques de marché qui recommandent le recours à des SPO justement en matière d'émission pour pouvoir, une fois de plus, objectiver la transparence et la crédibilité de l'émission. C'est également pour certains de renforcer la visibilité de leur stratégie en matière de développement durable et les contributions attendues de leur financement à la matière. On parle une fois de plus de transparence et de crédibilité qui, je pense, est un enjeu de marché pour pouvoir prendre plus d'ampleur et pouvoir s'étendre de manière plus importante. Et ça permet également d'attirer de nouveaux types d'investisseurs en fait, qui ont à cœur justement d'intégrer ces facteurs-là dans leurs propres décisions. Et je pense que derrière, on pourra affiner ces éléments-là pour diversifier également leur base d'investisseurs existantes. Et pour les investisseurs de notre côté, puisque j'expliquais qu'on était un peu un intermédiaire entre ces deux communautés, en fait, ça permet pour eux de gagner cette transparence pour pouvoir orienter leurs fonds justement vers des émissions qui font sens pour eux. Ça permet effectivement, c'est une forme de crédit pour éviter du greenwashing, en fait, de l'autodéclaration d'émetteurs sur effectivement des contributions qui n'auraient pas lieu d'être ou qui ne respecteraient pas justement un certain nombre de standards qui ont été développés au niveau international. Et ça permet également de remplir en fait et d'accompagner ce mouvement de marché justement sur des fonds à impact pour pouvoir identifier les projets vers des typologies d'impact qui pourraient être prédéterminées et qui alimenteraient justement ce type de politique. Donc, pour faire court, comment ça s'opère, je pense que c'est important d'expliquer très rapidement en fait, comment on intervient. En fait, on intervient une fois que le document cadre, quand il existe, a été affiné. C'est des opérations et des missions en fait, qui durent à peu près 3 semaines, où on a justement une réunion de lancement et puis on a une analyse documentaire qui permet, le cas échéant, d'identifier quelques questions qui doivent être précisées avec l'émetteur. On présente les résultats et on fournit un rapport en fait, à l'émetteur qui a du coup, à la fin de ce process, est libre ou non de publier cette opinion. Donc, on peut intervenir avant une émission ou après une émission, justement, on parlait du reporting, pour pouvoir évaluer la mesure dans laquelle l'émetteur a effectivement tenu parole, je dirais, et au cours et dans la maturité de l'émission, permet effectivement de rendre des comptes par rapport aux engagements qui avaient été pris initialement.
sur la manière en fait, dont on opère, en fait, on a 3 niveaux d'analyse. En fait, on a une opinion sur l'émetteur qui nous permet effectivement de mesurer le niveau de performance de cet émetteur en matière ESG. Et cet élément-là est important parce qu'il permet aussi de crédibiliser la mesure dans laquelle l'émission qui va être justement sur laquelle va porter les fonds est de nature à être supportée ou alignée en fait avec les ambitions et la stratégie de l'émetteur en matière de développement durable. Et donc, le deuxième niveau d'analyse, donc on a 3 niveaux, opinion sur l'émetteur, une opinion sur l'émission en tant que telle, avec 2 éléments, qui est l'opinion sur l'alignement, justement avec les principes dictés notamment par l'ICMA. Mais il y a d'autres principes aussi qui existent dans d'autres régions. Et la contribution justement des activités qui ont été ciblées par l'émission en matière de développement durable. Donc, il y a un deuxième élément d'analyse. Et puis, enfin, on va mesurer la cohérence entre les engagements de l'émetteur et l'émission en tant que telle. Et donc, effectivement, c'est des missions en fait, qui nécessitent effectivement d'intégrer les calendriers qui sont souvent très serrés des émissions. Donc, on doit s'adapter à ces calendriers-là. On doit s'adapter aussi au travail justement des banques arrangeuses, en fait, qui est très soutenu dans cette période-là et qui doivent affiner le cas échéant certains critères juste avant l'émission. Donc, c'est effectivement des missions qui nécessitent un fort engagement et des échanges qui sont toujours très positifs parce que ça permet effectivement de rendre les choses beaucoup plus crédibles, je dirais. Et effectivement, le dernier point que je voulais vérifier, ou en tout cas mettre en avant, c'est que c'est pas parce qu'il y a une SPO sur une émission que nécessairement cette émission-là sera alignée ou aura une contribution qui pourra être identifiée comme significative. Et donc, je pense qu'il y a souvent un raccourci qui est fait et que en fait, l'opinion, elle est là pour donner une opinion et pas forcément pour juste crédibiliser l'émission en tant que telle. Donc, c'est important de lire ce qu'il y a dans cette opinion et du coup, après, de prendre en compte les critères qui sont pertinents pour tout un chacun pour pouvoir prendre sa décision d'investissement derrière. Voilà les principaux éléments que je pouvais apporter sur le rôle que peuvent jouer les agences de notation extra-financières dans ce process. Merci, Émilie. Je pense qu'il y a beaucoup de questions qu'on aurait envie de te poser, mais je vais passer à Isabelle, qui représente les investisseurs, les asset owners ou asset managers. Question large, certes. C'est quoi l'élaboration des programmes d'investissement en tant que gérante et quelles sont les bonnes pratiques selon toi? Merci Brahima, bonjour à tous. Donc nous, notre rôle dans cette chaîne, c'est de mobiliser les actifs pour aider au développement du marché, de la transition énergétique. Et donc, comment on fait? Donc, on n'a pas de programme préétabli, puisqu'on a des actifs sous gestion. Ce sont des produits classiques, on va dire, en tout cas, ce que je gère, de fixed income. Donc des produits obligataires classiques qui sont a priori déjà totalement investis. En revanche, dès qu'il y a un émetteur qui vient sur le marché, il y a tout un processus qui se met en place pour juger si on va investir ou pas dans la nouvelle obligation. Donc dans notre processus, c'est assez similaire à ce que vient de décrire Émilie juste avant. Donc, on se doit de valider que les titres dans lesquels on va investir sont de qualité suffisante pour être éligibles, puisque les obligations vertes, ce sont des obligations qui sont auto-déclarées comme étant vertes, même si elles suivent un certain nombre de standards et justement, on va valider qu'elles les suivent. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis en interne en place une cellule d'analystes, nos analystes ESG, avec des analystes dédiés à l'examen de tout ce qu'on appelle les use of proceeds bond et notamment les obligations vertes. Donc, nos analystes ont un rôle central parce qu'ils examinent en détail chaque nouvelle émission. Et c'est eux qui vont décider si elle va être éligible
à l'investissement ou pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une revue de tous les éléments. Donc, d'abord, ils vérifient l'adéquation de cette émission avec les Green Bond Principles, parce qu'on a décidé de s'appuyer sur les Green Bond Principles et d'investir pour l'essentiel, voire pour certains fonds, uniquement dans des Green Bonds qui sont en adéquation avec les Green Bond Principles. Évidemment, s'il y a un second opinion qui a donné une opinion, ils vont se référer à ce qui a été fait par ces agences extra-financières qui sont d'une aide précieuse, puisque effectivement, ils ont validé un certain nombre d'étapes et ils ont regardé un certain nombre d'éléments. Donc, en lisant de manière approfondie leur rapport, on a accès à beaucoup d'éléments. Ce qui est important pour nous, c'est d'abord au niveau de l'émetteur de vérifier la qualité de l'émetteur, parce qu'une fois encore, les green bonds, ce sont des obligations qui sont autodéclarées comme étant des obligations vertes. Et donc, un premier niveau pour nous d'assurance, c'est de savoir que l'émetteur est bien noté dans notre grille de notation ESG. Ensuite, on va regarder tout ce qui concerne l'émission proprement dite. Et donc là, son adéquation avec les Green Bond Principles. Et on va regarder quel type de projets sont financés. On va regarder tout plein d'éléments qui sont fournis par les émetteurs. Si on va avoir des mesures d'impact qui vont être fournies lors du premier reporting, quel type d'informations vont être disclosées. Voilà, tout un certain nombre d'informations à ce sujet. Et enfin, on va regarder deux choses. On va regarder si au niveau de l'émetteur, il y a eu précédemment des controverses. Voilà, parce que c'est un élément important sur lequel on s'appuie pour qualifier la qualité aussi de l'émetteur. Et enfin, si le Green Bonds il est en adéquation avec la stratégie globale de l'émetteur. L'idée, c'est qu'on ne veut pas investir sur un Green Bonds qui viendrait out of the blue, comme on dit en anglais, et qui ne serait pas du tout en adéquation avec une stratégie déjà mise en place par l'émetteur en interne. Et ça rejoint ce que Sandrine décrivait auparavant. Voilà, donc ça, c'est un certain nombre de données à regarder avant qu'on ait, qu'on ait l'éligibilité et que nous, dans les portefeuilles, on puisse investir. Évidemment, on prend aussi en compte tous les aspects financiers, hein, puisque nous, notre responsabilité, elle est, quand on gère des fonds Green Bonds, elle est évidemment vérifier la qualité des titres dans lesquels on investit, mais aussi de délivrer de la performance financière pour nos investisseurs finaux. Donc, c'est pas parce que c'est un green bond qu'on va investir et qu'il agrée et qu'il a coché toutes les cases que je viens de décrire, qu'on va forcément investir. Il faut aussi qu'il ait certains intérêts du point de vue financier. Et là, on arrive à toute la question de la prime des obligations vertes qu'il y a actuellement dans le marché. Donc là aussi, on a travaillé sur le sujet et on regarde ça de très près et on suit de très près l'évolution de ce pricing des obligations vertes par rapport aux autres obligations, que ce soit globalement, que ce soit par type de devise ou que ce soit par secteur. Pour l'instant, ça reste suffisamment limité pour que ce ne soit pas un frein à l'investissement. Une fois qu'on a fait ça et qu'on a nos bonds, enfin nos obligations en portefeuille, c'est pas fini parce qu'évidemment, on va suivre l'évolution de l'émetteur et l'évolution de l'émission du point de vue financier, bien sûr, mais aussi du point de vue du reporting qui va nous être apporté parce qu'on en a un an après l'émission, en règle générale, on a un reporting qui est donné par l'émetteur. Et là encore, c'est vrai qu'on va s'assurer de l'adéquation de ce qui a été dit au moment de l'émission par l'émetteur avec ce qu'il délivre à la fin. Et donc, on va collecter aussi toutes ces données.
que ce soit en termes de rapport d'allocation, donc comment les fonds ont été utilisés et sur quel type de projet, mais aussi en termes d'impact. Et donc, ça va nous permettre, donc on collecte toutes ces données, c'est beaucoup de travail de récupération de données. Et donc ça nous permet aujourd'hui, puisqu'on a commencé ça en 2015, de pouvoir être à même de, comment dire, challenger amicalement les émetteurs, que ce soit en historique, hein, puisque comme on a un historique de tout ce qui a été délivré, et si on constate qu'il y a des évolutions, on va dire des sauts dans les évolutions d'un reporting à l'autre, ça peut être l'occasion pour nos analystes et pour nous de se rapprocher de l'émetteur pour s'assurer de ce qui a changé dans la manière dont il a calculé, par exemple, ces mesures d'impact. Ça peut être le scénario sous-jacent, ça peut être plein d'autres choses. Il peut avoir affiné sa méthodologie, mais donc on est très preneur d'informations sur comment sont calculés tous ces éléments. Et ça peut nous permettre aussi, pour un même type de projet, d'avoir une idée grossière de la mesure d'impact on devrait obtenir. Et donc, c'est aussi pour nous une autre manière de valider que les données qui nous sont fournies par les émetteurs, parce que encore une fois, aujourd'hui, nous, investisseurs, on ne se sent pas capable de calculer ce genre de mesure d'impact, et donc on s'appuie sur l'émetteur qui est le mieux placé pour les données. Donc voilà, donc ça c'est tout ce qui concerne notre processus d'investissement, et ça on l'a fait sur, on va dire, l'obligataire traditionnel, investment grade, que ce soit en euros, mais aussi dans toutes les devises. Mais on a voulu aussi aller un peu plus loin et mobiliser des capitaux pour faire émerger ce type d'émission dans d'autres segments. Alors que ce soit sur les marchés émergents, donc on a fait une initiative avec l'AFC pour mobiliser des capitaux pour faire grossir le marché émergent des green bonds, qui n'existait pas quand on a lancé cette initiative avec l'AFC. Et la deuxième initiative, hein, c'est très bien. Aujourd'hui, ce sont les grosses, enfin, entre guillemets, les plus grosses entreprises qui sont les plus gros émetteurs de green bonds, parce qu'il faut effectivement de la ressource en interne pour faire ce type d'émission, et parce que l'émetteur a besoin de collecter un certain nombre de données. Et donc, nous, notre objectif, hein, le deuxième fonds qu'on a lancé, c'est avec la BEI, et donc c'est une série de fonds pour essayer de faire émerger ces pratiques-là chez des entreprises de taille plus petite, donc tout ce qu'on appelle le segment du haut rendement, ou aussi via un autre type de financement qui est proche de l'obligataire, mais qui sont les loans. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on a fait en termes d'initiative, et on a le même process que celui qu'on a pour le fonds investment grade sur ces deux autres segments de marché. Alors, quand on fait ça, effectivement, on a beaucoup de relations avec l'émetteur au final. Et donc ça, c'est une des bonnes choses qui nous est arrivée sur l'obligataire, parce que c'était quelque chose qui s'était un peu perdu, mais ça s'est retrouvé avec ces use of proceeds bonds, puisque l'émetteur doit expliquer et l'investisseur doit comprendre à quoi les fonds vont être utilisés in fine. Et donc, nous, on a rencontré beaucoup d'émetteurs, et on continue à rencontrer beaucoup d'émetteurs. Et donc, on a cette faculté de pouvoir partager, entre guillemets, les bonnes pratiques. Quand on voit des initiatives intéressantes, hein, on est à même de pouvoir poser des questions aux autres émetteurs pour les engager à aller dans une direction où on aura un peu plus de données de qualité. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais apporter aujourd'hui. Merci Isabelle pour cette réponse très, très détaillée, éclairante. La question de ce panel, c'est comment les acteurs du marché accompagnent-ils la transition environnementale? Je pense qu'on va dire que les tables rondes d'aujourd'hui ont permis de constater que les acteurs de marché devaient et prenaient leurs responsabilités.
Et en particulier, cette table ronde qui a pu rassembler les acteurs clés de la transition qui témoignent d'un travail considérable accompli depuis la COP 21 avec des avancées certaines dont on peut se féliciter. Je crois, je vais passer la parole à Jean-Luc. Il y a énormément de questions avant de clore ce panel. Merci Ibrahima. Il y a effectivement beaucoup de questions. Je ne vais pas pouvoir toutes les sélectionner. Je pense que ce serait bien que vous puissiez envoyer un mail à l'ICMA. Valérie vous donnera ses coordonnées et elle pourra centraliser ça, ou vous pouvez le joindre par le site. Mais on sera certainement les uns et les autres ravis, enfin, surtout les panélistes qui sont quand même beaucoup plus qualifiés que moi pour répondre, seront ravis de vous répondre. Il y a énormément de questions. Je vais en prendre 3 parce que je pense qu'on ne peut pas aller plus loin. On va dire la multiplication, c'est une question de Joséphine Chevalier, la multiplication des outils à impact et des labels, ISR, Griffin, écolabel européen, ne nuisent-ils pas à leur lisibilité? Moi, j'ai envie de poser la question à Émilie, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que effectivement, il y a une multiplication des différents labels à différents niveaux, donc au niveau national, au niveau international. Je pense que ces labels-là, en fait, ont une intention positive qui vise une fois de plus à objectiver et à homogénéiser la transparence et les éléments qui permettent d'assurer que l'ensemble des acteurs ont une vision commune et un certain nombre de critères en fait qui sont respectés. Et effectivement, derrière cette multiplication-là, on parle de lisibilité. Et je sais qu'il y a différentes actions en fait, qui sont mises en place pour pouvoir assurer, autant que faire se peut, justement, que l'ensemble de ces cadres en fait s'homogénéisent. On le voit au niveau européen. Je pense qu'il y a un certain nombre de principes aussi qui sont posés sur la multiplication des normes et des standards au niveau européen qui visent justement à faire référence à d'autres. On parlait de la taxonomie alimente et percole dans l'ensemble des propositions qui sont faites. Et je pense que c'est ce qui va arriver et ce qui arrive également sur les labels pour pouvoir permettre la lisibilité sur ce marché qui est en pleine expansion. Donc, moi, le fait que ça se multiplie, ça ne m'étonne pas. Le fait, effectivement, que du coup, ça nuise à la lisibilité, c'est juste une conséquence naturelle de ça. Mais je pense que c'est important d'avoir ce type d'initiative pour pouvoir amplifier la réallocation de fonds. Je pense qu'il y a encore un gros chemin à faire, à la fois pour les particuliers, justement, pour qu'ils puissent s'intéresser à ces thématiques. Et je pense que ça fait partie des moyens, en fait, qui permettront d'y arriver et d'amplifier la mesure des actions. Merci beaucoup. Je prends encore une question, un petit peu au hasard, enfin pas au hasard, parce qu'elles sont toutes très intéressantes. Avant de laisser, après, lorsqu'on aura la réponse à cette question, de laisser la parole à Ibrahima pour la conclusion et la fin de ce panel. Il y a une question qui est très intéressante qui vient de Christine Bonnet qui dit va-t-on aborder le sujet de la qualité des données dans le panel? Et là, moi, j'ai envie de... Émilie, tu viens de répondre et je pense que je voudrais poser, moi, la question à Isabelle, à savoir comment, en tant qu'investisseur, elle travaille et quelles sont les mesures qui sont prises dans ton secteur par tes analystes pour juger de la qualité des données qui te sont fournies? Alors déjà, il y a un problème de collecte de données. Donc, c'est beaucoup de travail de collecter ces données. Et la qualité, on la juge, alors comme je l'ai dit, à la fois en historique, puisque donc, on collecte toutes les données qui résultent des reportings faits par les émetteurs. Donc, on a défini un certain nombre de données qu'on voulait récupérer. Et donc, c'est ce que je dis, c'est qu'on est aujourd'hui capable de challenger la qualité. Bon, c'est pas parfait, mais parce qu'on a à la fois du point de vue de type de projet et du point de vue sectoriel, une idée de ce qu'on doit
récupérer en termes de mesures d'impact, par exemple. Donc après, au tout début du marché, on s'est focalisé et c'est là où on a aussi peut-être joué un petit rôle et c'était ce que je voulais mentionner en disant qu'on partageait les bonnes pratiques des émetteurs. Tout ce qui est double comptage, je pense que désormais, c'est quand même bien évité. Tout ce qui est financement uniquement proportion uniquement financée par l'émetteur en question, je pense que c'est bien intégré aussi. Le fait qu'on n'ait pas des projets qui soient refinancés et que le backlog de refinancement soit très limité, c'est aussi quelque chose qui est très intégré. Donc la qualité, elle s'améliore, on va dire, de jour en jour, hein, parce que je pense qu'à la fois les émetteurs améliorent leur collecte, hein, et leur système, et que nous, on a eu cette volonté d'avoir, d'être assez exigeant sur les données qui nous sont délivrées ensuite. Et c'est pas terminé d'ailleurs. Isabelle, merci beaucoup pour ta réponse. Merci à tous les panélistes. Je laisse à Ibrahima le soin de conclure. Merci beaucoup. Merci à tous les panélistes. On est ravis d'avoir eu, j'allais dire, toute la chaîne des acteurs, depuis l'émetteur jusqu'à l'investisseur, en passant par la banque qui structure, l'agence de rating. Je voudrais paraphraser Ban Ki-moon. On parle parfois du changement climatique comme s'il ne concernait que la planète et non ce qui l'habite. Cette table ronde, comme je disais, a permis de montrer que les acteurs de marché prenaient leurs responsabilités. Ce qui est important de souligner est que nous tous, acteurs de la finance, avons cessé de considérer que la durabilité se limitait simplement à développer des niches vertes et que nous intégrons désormais le fait que des objectifs de durabilité sont l'affaire de tous, quel que soit notre positionnement. Mais il reste des défis importants qu'il ne faut pas sous-estimer. Il y a un indicateur qui est indiscutable depuis 5 ans. Les émissions de gaz à effet de serre ont continué à augmenter en moyenne, certes moins vite qu'auparavant, mais à ce rythme, nous ne serons jamais à la neutralité carbone en 2050. L'enjeu est bien de les faire diminuer. Nous autres acteurs de la finance, on a un rôle crucial à jouer, car le besoin de capitaux nécessaires pour développer des économies en phase avec les enjeux climatiques et accompagner la transition sont juste gigantesques. Le défi ultime auquel nous sommes confrontés collectivement et au-delà de l'effort de transparence et de la mise en place de mesures d'atténuation pour aller vers des objectifs de résultats concrets à la hauteur de ces enjeux, tout en continuant à créer de la valeur. Voilà. Donc, pour conclure, je dois dire, nous devons donc nous attaquer au défi du brin, mais aussi innover en proposant des produits, une offre de services qui répondent aux besoins d'accélérer la transition et à l'adaptation au monde de demain. Merci. Merci à tous. Je comprends votre frustration. Il y avait encore beaucoup d'autres sujets à aborder. Il y avait encore d'autres questions qui étaient posées, mais je pense qu'on les a collectées et on essaiera de vous répondre bilatéralement dans la mesure du possible. Donc, cette conférence touche effectivement à sa fin. Je vous remercie tous de votre participation. Je remercie chaleureusement nos orateurs, les modérateurs ainsi que les panélistes d'avoir consacré du temps et surtout d'avoir partagé leurs connaissances du marché de la finance durable. C'était vraiment très, très appréciable, très clair. Merci encore. Et sans aucun doute, c'est un sujet à suivre et ça nous donnera peut-être l'occasion de refaire un webinar pour voir comment ce marché évolue. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, restez prudents et à très bientôt.